Hello tout le monde, bienvenue dans ce premier podcast avec du coup Lucien qui est avec moi. Salut. Donc l'idée c'est qu'on puisse évoquer aujourd'hui le sujet de être freelance à côté de son CDI. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Et puis du coup, l'idée de ce podcast c'est qu'on puisse partager un peu notre expérience à tous les deux. Mm. Parce qu'on a du coup une expérience un peu similaire mais avec une posture différente aujourd'hui. Lucien, je te laisse déjà te présenter auprès de tout le monde. Bonjour à tous, Lucien. Alors moi, je suis média buyer en freelance. Donc oui, je suis en CDI du coup, et moi, ça fait depuis 1 an et demi que je fais ça, que j'ai cette double casquette là, et j'imagine que il y en a beaucoup qui ont la même casquette, mais qui ne rencontrent pas forcément des gens qui vivent la même chose que nous, donc qui voudraient avoir des conseils ou au minimum avoir la même expérience, des conseils sur nos expériences à nous, quoi. Voilà. Trop bien, trop bien. Mais même moi, j'ai oublié de me présenter, c'est pas très bien. Du coup, je m'appelle Ouais. Roxane et je suis du coup média buyeuse Google Ads et Meta Ads depuis à peu près 5 ans. Donc, Mhm. j'ai commencé en tant que salariée et aujourd'hui, je suis freelance. Et du coup, j'ai démarré le freelance il y a quasiment 3 ans aujourd'hui. Mhm. Donc voilà. Ok, trop bien. Écoute, ce que je te propose, avant de commencer à répondre à pas mal de questions, c'est qu'on puisse revenir tous les deux un petit peu sur notre parcours, ce qui nous a amené en fait à nous lancer en freelance, d'où on vient, etc., pour que chacun puisse comprendre un petit peu qui on est, mais de manière un peu plus détaillée. Ok, let's go. Alors là pour le petit contexte, tous les deux on a été dans la même entreprise. Du coup, on a été dans la même entreprise, on était collègues. Et juste pour la petite histoire, comment moi j'en suis revenu à devenir freelance. Du coup, j'avais vu que voilà, tu faisais ton activité à côté comme ça par hasard. J'avais voulu insister pour savoir exactement qu'est-ce que c'est freelance, etc. Bon, j'avais déjà la petite appétence pour m'intéresser au marketing digital en général, mais j'avais jamais vu, et c'est là où c'était exceptionnel, j'avais jamais vu quelqu'un qui faisait ça dans la vraie vie. Genre pour l'instant, enfin jusqu'à ce moment-là où je te rencontre et je vois ce que tu fais, je voyais ça que sur Internet. J'avais C'est vrai. jamais vu. Ah bah oui, jamais. Les e-commerçants, les dropshippers, tout ça, c'était sur Internet pour moi. Tu vois, j'avais jamais vu une cristallisation de ça dans ma réalité à moi. Et quand j'ai eu un soupçon de ça, c'est pour ça que j'ai autant. Bah après, tu pourras raconter. Hein, j'ai autant. Je me suis autant agrippé aux informations que tu pouvais me donner, aux petits conseils, etc. Et je posais tout le temps. Enfin, je t'harcelais de questions. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'en plus, moi, je l'assumais pleinement, hein, que j'étais freelance. Enfin, en fait, j'avais rien à cacher. Parce que pour autant, des fois, c'est difficile de l'assumer. Mais alors, moi, vraiment, je l'assumais totalement que je faisais ça à côté. Et j'étais même fière, en fait, de me dire que j'arrive à cumuler deux activités en même temps. Hmm, Qui étaient les mêmes, parce que j'exerçais exactement la même chose. Mais à mon propre compte, en gérant mes propres clients, tout ça à côté d'un CDI, quoi. Donc, hmm. je me souviens très, très bien, quoi. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu te rappelles un peu, toi, de tes premières missions, etc. Moi, franchement, quand j'y repense, ça me fait bien rire parce que je faisais n'importe quoi au début. Mais c'est comme ça qu'on Hmm. se lance. Est-ce que toi, tu te souviens un peu comment tu as démarré là-dedans, etc. Enfin, raconte-nous un peu. Bah, je me rappelle du tout premier échange que j'ai eu avec un prospect. C'était même pas encore un client. Et je t'avais envoyé un message, je m'étais dit, waouh, j'ai eu une demande client. Enfin, dans ma tête, c'était même pas un client, hein. Mais j'étais déjà en train de le célébrer. Et donc ça, c'était une grosse excitation pour moi. Ensuite, j'ai eu mon premier rendez-vous. Donc rendez-vous, voilà, d'échange, rendez-vous de découverte que j'ai complètement foiré parce que en fait, je rentrais beaucoup trop dans le détail. Tu vois, vraiment, j'étais pas orienté client. Tu vois, j'étais pas là en train de lui soutirer des informations pour moi lui répondre en fonction de ce que je sais, de mon expertise. Donc, je rentrais trop dans mon expertise à moi, ce qui est l'erreur à pas faire, parler de moi, ma personne, et rentrer trop dans les termes techniques sans du coup savoir que en face il y a un client qui fait pas forcément ton métier. Lui, ce qu'il veut, c'est investir du budget dans toi et dans une régie publicitaire et avoir des résultats. Donc lui parler dans son langage à lui, avec ses mots à lui, ça j'avais beaucoup de mal. C'est pour ça que naturellement
j'ai bien foiré mon premier rendez-vous avec avec mon client. Je crois que les 2 premiers, je les ai foirés et le troisième, ça a été du coup ma première cliente avec qui je travaille toujours jusqu'à aujourd'hui. Trop Voilà. bien. En général, les premiers clients, on travaille longtemps avec eux, hein. Franchement, Ah, c'est clair. trop bien. Quand Moi, ça je se passe bien, c'est clair. Ouais, Ça, ça ouais. c'est une autre histoire. Mais mais en général, quand tu fais bien ton travail et puis que tu délivres ce que tu promets, surtout, c'est important. Il n'y a pas de raison Mm. que ça se passe pas bien, quoi. Trop Ouais. bien. Moi, je me souviens, ma toute première mission en freelance, c'était pas du tout du media buying, ça avait rien à voir. En fait, j'avais fait un stage dans la cuisine parce que, ben, du coup, si je resitue un peu qui j'étais avant, de base, j'ai fait des études dans l'hôtellerie et la cuisine pendant 5 ans, Mhm. fait des stages, etc. J'ai rencontré pas mal de monde dans ce milieu-là, parce que c'est un tout petit univers et tout le monde se connaît. Et quand j'ai continué mes études après à Paris, pareil dans l'hôtellerie, etc. De base, je cherchais une alternance. Du coup, dans l'hôtellerie, ça me plaisait pas, donc je me suis barrée et j'ai trouvé une alternance. C'est un ancien patron chez qui j'avais fait un stage quand j'étais en terminale, donc ça datait, hein. Il m'avait repris en Mm. alternance pour être assistante marketing commercial pendant 2 ans. Attends, ça c'était Il y a le longtemps, hein. destin, ça. Ouais. Il y a longtemps, c'était il y a 7 ans, quoi. Il y a 7 ou 8 ans à peu Ok. près. Et ensuite, donc, j'ai fait mon alternance, j'ai continué mes études. Et quand j'ai fini mon master, du coup, en marketing, j'étais en CDI. Et en fait, je voulais gagner de la thune Mm. à côté. Et en fait, je me rappelle avec ce même client-là, donc un ancien patron à moi, bah, il faisait souvent des menus de Noël, etc. Et du coup, j'avais proposé mes services en freelance. Mm. Il avait accepté et c'était ma toute première mission. Donc c'était trop cool. Je me suis dit, T'avais mais fait des pubs sur Meta pour lui? ah non, non, j'ai fait des menus sur Canva. J'ai fait des, Ah. j'ai fait des menus pour la Ah boutique ouais. traiteur, en fait, un traiteur sur Paris, traiteur haut de gamme, et je lui ai fait ses menus de Noël sur Canva. Je lui ai D'accord. vendu ça, je crois, 500 ou 600 euros à l'époque, vraiment un truc one shot. Il m'avait filé ça en cash en plus, donc tu sais, genre j'avais mes billets entre les mains, je fais ah Ouais. putain, trop bien. Et t'as déclaré? T'as déclaré ou pas? L'URSSAF nous regarde. Et du coup, euh, après ça, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est possible de se faire de l'argent à côté. Donc, j'ai testé plein de trucs jusqu'à m'inscrire sur Malte. Donc, je saute Mhm. plein d'étapes, hein, parce que là, en vrai, entre-temps, j'ai fait un compte Twitter, enfin bref, j'ai créé du contenu, j'ai fait plein de trucs, du dropshipping, tout. Mm. J'ai testé tout un tas de trucs Ouais. sur Malte. Drop, ouais. Et vraiment, ma toute première mission en media buying, c'était des mecs à Monaco qui m'avaient contacté sur Malte Mhm. et qui lançaient un produit pareil en dropshipping, hein, on va pas se mentir. Un truc pour les femmes, etc. Qui en soit, le produit était cool. Enfin, Mm. la transformation qu'il donnait était bien parce que bah, ça C'était quoi concernait. comme produit? C'était des gélules pour comment soulager tes douleurs pendant tes règles. Donc en vrai, Ah c'était d'accord. pour les femmes et tout. Et ils avaient des gros concurrents en face qui faisaient des compléments alimentaires, donc ils voulaient faire un peu la même chose, sauf que les caractéristiques du produit, c'était trop compliqué. Enfin bref, je savais que ça marcherait pas. Mais j'ai quand même Mhm. accepté la mission. Et je me rappelle, c'était le tout premier devis que j'ai signé, et je crois que je les avais closés à 1500 par mois, il me semble. Un truc comme ça. Ça c'est énorme. Alors que le call Franchement. était pourri, le call R1, vraiment pareil. Moi, j'avais aucun process, je parlais que de Ouais. moi. En plus, les mecs, ils me disaient qu'ils étaient passés par une agence hyper connue, etc. Et que l'agence les avait refusés, ce qui m'étonne pas parce qu'ils avaient pas du tout le budget pour prendre une agence, quoi. Ok. Et du coup, j'ai bossé pendant 6 mois avec eux sur 2 produits différents et c'était vraiment mes tout premiers clients, quoi. Mais ça n'a jamais marché. Putain. Spoiler alerte, Les... aucun des produits n'a marché. T'as jamais eu aucun achat? Sur ce produit-là, non. Et le deuxième produit, c'était de la pommade pour la peau, etc. Sauf que le problème, c'est qu'ils n'avaient pas fait gaffe, mais dans les clauses du contrat de la marque, c'était une marque internationale et du coup, ils Mhm. étaient revendeurs en France. Mais comme ils étaient à Monaco, ils s'étaient pas renseignés. Sur la clause, il y avait marqué que tu n'avais pas le droit de faire de publicité en France, quoi. Donc, du coup, D'accord. la mission avait pris fin à cause de ça. Ça marchait plutôt bien, mais ils n'étaient pas rentables sur le produit, parce que le produit était pas cher. Il devait être à 10 euros. Mhm. Donc, quand tu fais ça en ads, pas le plus. C'est pas simple, en fait, d'être rentable là-dessus au début, quoi. Bref, ça, c'était ma Ok. toute première mission. Et en fait, quand je vois le chemin parcouru entre cette mission où il n'y avait aucun process et aujourd'hui, franchement, c'est un truc de ouf, quoi. Mais trop bien.
Et du coup, toi, est-ce que quand tu as démarré, tu as rencontré un peu des difficultés? Enfin, surtout qu'en plus, quand on cumule CDI plus freelance, Mmh. on cumule les difficultés parce qu'on doit quand même avoir deux charges mentales différentes, on doit être à deux endroits totalement différents. Donc, toi, est-ce qu'il y a des difficultés qui t'ont un peu marqué et surtout qui t'ont fait grandir limite aujourd'hui? Oui, alors c'est une difficulté que je traverse toujours aujourd'hui. Ça n'a pas changé de mes débuts. C'est la première, c'est la charge de travail. Hem, Surtout que moi, mes premiers clients, je leur avais dit que je faisais un call par semaine. Voilà, c'est inclus, je suis là, je suis pour je suis avec vous, vous inquiétez pas, je vous abandonnerai pas comme vos ex-agences ou qui vous ignoraient constamment, quoi. Donc, moi, je fais des reportings toutes les semaines, on peut faire un call et tout. Donc, je faisais vraiment les calls toutes les semaines. J'essayais de les caler entre soit après 17h, soit à midi. Et j'étais chargé. Pourquoi? Parce que au tout début, j'apprenais et je faisais en même temps. Mm. Et ça, enfin, quand t'as pas l'expérience, bah du coup, tu fais les choses beaucoup plus longtemps qu'un expert, celui qui est un peu plus avancé. Mais voilà, tu apprends les choses, tu apprends à faire du tracking, tu apprends à lancer des publicités, tu apprends à détecter les petits, euh, les petits pièges de Meta ou de Google pour éviter que l'argent se dépense trop facilement. Donc voilà, vraiment beaucoup de charges de travail parce que bah, du coup, je me forme et je fais en même temps. Et pendant les calls, bah, du coup, j'essayais à midi de dire, bon les gars, je vais manger tout seul ce midi. Je vais au restaurant à côté, voilà. Je dois appeler des cousins à moi. Donc c'est comme ça que j'arrivais quand j'étais en présentiel à m'isoler pour faire des calls, même Ah quand ouais, c'était le travail. ok. Ok, ouais, j'avoue, moi, quand je me suis lancée, j'ai eu la chance, il y avait beaucoup de télétravail. Donc, du Ouais. coup, j'arrivais à vraiment avoir ma petite organisation pour faire en sorte que je sois peinarde, quoi. Mais Ouais, ok, mais quand t'es parti, il y en avait de moins en moins et du coup, je devais. C'était plus d'efforts pour moi, vraiment. Donc, en plus, c'est- ce que tu dis, tu vois, tu dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre quand tu es freelance qu'on nous dit Hum, pas au début, c'est que tu as ton expertise métier, donc tu es hum, censé maîtriser, mais n'empêche, tu apprends tout le temps. Enfin, on est expert, oui, mais en vrai, tu continues tout le temps d'apprendre sur les plateformes parce qu'elles changent tout le temps. Mais au-delà mhm, de ça, en fait, tu dois te former et apprendre à la vente, la prospection, faire du contenu, délivrer correctement, créer des process. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend pas en tant que salarié et que tu dois c'est apprendre clair. un peu sur le tas. Et j'avoue qu'au début, ça peut faire peur en fait. Du coup, ça en Hum, vient à une autre question. hum. C'était quoi, toi, ta plus grosse peur au départ quand tu t'es lancé? Moi, franchement, moi, je me suis lancé avec, franchement, sérénité. Hein, j'avais rien à perdre. C'est quand tu te lances et que t'as rien à côté et que tu dois vivre de ça. Surtout que moi, j'habitais chez mes parents à l'époque. Donc, franchement, si un call client qui se rate, c'est pas grave, tu vois. Hmm. Alors que quand tu es tout seul, comme actuellement, que tu dois payer un loyer, le moindre call client, tu sais, t'es en train de trembloter, tu vois. Ça, c'était ma plus grande peur. Enfin, ça l'aurait été si, voilà, j'étais à ma propre charge ou j'avais d'autres personnes en plus de moi à ma charge. Mais Hmm. sinon, franchement, techniquement, ça va, je m'en sortais. Mais c'était plus la relation client, les échanges, le fait d'être. Enfin, après, j'ai appris évidemment d'autres choses, hein, encore plus opérationnelles qu'avant. Mais j'ai pas vraiment eu des peurs. Et toi, t'as eu des peurs quand tu t'es lancé? Parce que toi, tu t'es lancé, il y avait même pas d'accompagnement à l'époque. Il y avait Ah, pas. moi, j'avais Comment peur. t'as fait pour faire ça toute seule? Tu vois, c'est ça ce qui m'intrigue. Franchement, j'ai appris sur le tas hein, au début. Au début, j'ai Hum, vraiment, les premiers mois, j'ai appris sur le tas, en vrai. Les peurs que j'avais, c'était de pas réussir, de pas avoir de résultats pour les clients et de me dire hum. que c'est une grosse fraude. Ça, c'est vraiment, je pense, la plus grosse peur que j'avais au début. Ah oui. En vrai, tu l'as toujours, même quand tu es bon dans ce que tu fais, tu l'as toujours un petit peu quand tu signes un nouveau client parce que Hum, tu te dis, bon, bah, tu sais que tu sais bien faire ton travail, mais tu sais pas si ça va marcher. En vrai, au début, tu sais pas du tout si ça va marcher, quoi. T'as beau être hum, confiant, t'en sais rien. Et du coup, bah, après, c'est là qu'on voit si on est bon ou pas. On fait des tests, on fait plein de choses pour faire en sorte que ça marche. hum. Et j'avoue qu'au début, moi, quand je me suis lancée, j'étais en mode, mais imagine, tu signes, ça marche pas. Et en plus, ça a été le cas parce que les tout premiers clients que j'ai eus, ça marchait pas. Mais après, c'était pas de mon ressort, c'est parce qu'ils avaient une offre
qui était pas ouf sur le marché, c'est Ouais, mais compliqué. à l'époque, tu t'avais pas ces raisons. Enfin, aujourd'hui, tu sais tout de suite que c'est l'offre. Ouais, Mais qu'est-ce que tu lui disais à l'époque? Est-ce que c'est l'offre? Est-ce que c'est méta? Enfin, comment tu justifiais? à l'époque, j'avais réussi à comprendre que c'était l'offre parce que j'avais déjà un peu une maturité là-dessus. Tu vois, parce que je faisais Hmm, déjà du marketing digital, des publicités dans une boîte précédente, donc après dans la nouvelle chez IGS en l'occurrence. Donc j'avais mhm. déjà un peu d'expérience. Et en fait, l'expérience que j'avais déjà en tant que salarié où l'offre était pas folle, je savais déjà que quand tu as une offre qui est pourrie, en général, les ads vont pas t'aider à améliorer l'offre. Ça va juste Hmm. empirer le truc et juste te faire comprendre que ça marchera pas, quoi. Mais ça, c'est D'accord. ma plus grande peur. Et c'est vrai qu'au début, quand je me suis lancée, j'avais pas forcément de repères. Donc, j'ai un peu tout appris sur le tas. Puis bah, après, j'ai été accompagnée aussi. Donc, ça aide beaucoup. Mais mine de rien, quand tu es entrepreneur, tu apprends quand même beaucoup de choses aussi par toi-même. En fait, c'est à force de tester des choses et de faire de la merde, concrètement, que tu apprends à faire mieux. Et c'est bien, en fait. C'est bien de faire des erreurs et de faire de la merde. Il n'y a que comme ça qu'on apprend, je trouve. Hmm. Ouais, bah oui, c'est clair. Donc, non, franchement, même, mais je me suis loupé aussi, hein. En vrai, là où je me loupais aujourd'hui, enfin, au tout début, c'était dans quoi? C'était dans le tracking. Ça, par contre, ouais, franchement, le tracking, quand les campagnes se lancent, que le budget, il se dépense, tu lui dis, enfin, tu vois comme quoi il y a des ventes, mais quand tu contactes ton client, il dit, de quelle vente tu parles, tu vois. Et là, tu dis, oula, il y a un problème, là, sur le suivi des conversions. Mais, euh, mais après ça, franchement, j'ai eu mes résultats très vite, tout de suite, Et et je suis rentré vite dans ma confiance. t'as jamais eu peur de dire que, bah après, c'est vrai que toi, tu t'es toujours en CDI, donc c'est différent, quoi. Mais t'as jamais eu Ouais. cette peur de dire, mais imagine, je trouve pas de clients, ça marche pas, je me fais pas d'argent, comment je fais? J'ai jamais eu ça. Peut-être que je l'aurai après, mais pour l'instant, j'ai vraiment jamais eu ça. Après, après j'en ai loupé aussi, hein, des clients, hein. J'en ai loupé. J'ai vécu un peu de ta sensation, du fait de pas savoir quoi dire. Mais après, elle était sympa. C'est une cliente sympa. Tu sais, c'était une cliente avec qui j'avais signé à la performance. Je sais pas si tu te rappelles. Je l'ai loupé de, La grosse j'ai erreur. complètement raté. Ah non, mais c'est clair. Et déjà, enfin là, c'est une vérité. Je vais déconseiller de faire ça à la performance parce que, bah, forcément, tu t'investis du temps, t'investis de l'expertise. Même si c'est à la performance, ok, c'est alléchant pour le client, mais quel type de client derrière? Tu vois, les clients sérieux, ils ont besoin de déclarer leurs factures, ils ont besoin de déclarer leurs impôts, etc., et de facturer, et voilà. Enfin, ils ont besoin de faire leur fiscalité, donc tu vas facturer, tu vois. Et si Mm. ça marche pas, enfin, ils te prennent de haut quand tu leur dis, je suis à la performance. Enfin, vraiment, c'est comme si tu venais de commencer. Tu vois, tout le monde sur le marché, il te facture bah, des prix, quoi. Toi, Mm. t'arrives, pas de clients, pas de facture. Non, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Donc, c'est, Il y en a beaucoup qui ont fait cette erreur-là. Après, tu peux être facturé à la performance si tu as un fixe à côté, oui, quoi. si t'as un fixe. Ouais. Là, c'est crédible. Mais moi, comme j'ai fait là avec ma cliente, je te rassure, je l'ai fait une seule fois et je ferai plus jamais ça. Il faut au moins un fixe. Parce que tu sais, même le fait de discuter avec elle, ça, c'est de la facturation. Je suis désolé. Je suis Tu d'accord. vois? Mais bon, Le partage d'expertise, le positionnement sur le marché, ok, l'algorithme réagit comme ça veut dire ça. Juste ces petites analyses-là, c'est de la facturation. Tu vois, mm, je suis désolé, enfin on est freelance, on vend notre temps, on vend notre expertise surtout. Et tu vois, typiquement cette cliente-là, je lui ai apporté beaucoup de valeur sur son marché, sur son industrie. Et cette valeur-là, je l'ai pas récupérée, moi, tu vois. mm, Sachant que tout travail mérite rémunération, moi ouais. j'ai pas récupéré ma rémunération. Après, c'est des choses qui arrivent. De toute façon, la rémunération à la performance, elle est intéressante quand tu as un client qui fait déjà du chiffre d'affaires, qui a une offre Hmm. qui est validée par le marché et qui, du coup, peut aller beaucoup plus loin, quoi. Mais quand c'est Ouais, des c'est clients clair. qui démarrent un peu de zéro, je trouve que c'est un risque parce que tu n'en sais rien si l'offre, elle marche ou pas. Et ça peut être plus compliqué, quoi. Mais bon, parfois, c'est des erreurs que tout le monde peut faire aujourd'hui, donc Hmm. on apprend, euh, on apprend de ça. Trop bien. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on puisse passer à un autre sujet. Tout à l'heure, tu évoquais que pour t'organiser, par exemple, tu dis que tu vas dans un autre resto, tu dois appeler ta Hmm. famille, etc.
Euh, Toi, vraiment, aujourd'hui, comment tu arrives à organiser tes semaines et du coup à cumuler tes deux activités en même temps? Bonne question. Et là, je vais mélanger un peu de mindset, un peu de psychologie, un peu de santé aussi, parce que vraiment, j'ai confronté des problèmes de santé. Là, c'est tout récent, c'est des semaines qui ont précédé où je manquais de sommeil. Mm. J'imagine que ça t'arrive. Voilà, tu penses à ton business quand tu dors, quand tu te douches. Et moi, ça m'arrive souvent quand je dors et comme j'ai le sommeil léger, bah du coup j'ai eu un manque de sommeil pendant plusieurs jours de façon cumulée. Et bah du coup, il a fallu en même temps ménager mes efforts, ménager mon temps et me concentrer sur ce qui a le plus de valeur. Typiquement au travail, je me concentrais sur les tâches qui étaient les plus visibles, tu vois. Si ta hiérarchie, tes collègues sont impliqués dans la même tâche que toi, ça c'est une première tâche où les autres sont impliqués. Une deuxième tâche où toi, enfin tu peux dissimuler, j'allais dire, mais en tout cas, elle est pas, elle est pas exposable ta tâche. C'est la tâche la plus voilà partagée, la plus ouverte aux yeux de tous que tu dois faire en premier. Donc moi, je me concentrais sur ces tâches-là parce que elles avaient le plus d'impact dans ma journée en tant que salarié. Et pareil pour mes clients. Du coup, je me concentrais sur ce qui avait une valeur business pour eux, pour éviter de faire un mail de reporting. Voilà, les mails de reporting qui peuvent parfois te prendre 30 minutes à faire. Et même, enfin, tu peux te dire que ça te prend 30 minutes parce que moi, je suis fan de dire que ça te prend de l'énergie mentale aussi, tu vois. Donc, dans la journée, je suis désolé, hein, vraiment, c'est pas, en fait, on est des humains, on dépense du temps et on dépense aussi de l'énergie mentale. Dans la journée, tu as une jauge d'énergie mentale et si tu peux pas faire toutes tes tâches et les compter en termes de minutes, tu vois. C'est pour ça que la méthode Pomodoro, oui, d'accord, mais il faut aussi comptabiliser le nombre de d'énergie mentale. Je sais pas comment ça se calcule, peut-être en calories mentales, mais en tout cas, c'est clair qu'il fallait que je me concentre sur les tâches qui avaient le plus d'impact et les tâches qui avaient le plus d'impact, je les mettais en premier et celles qui étaient très énergivores en termes d'énergie, je les mettais aussi en premier. Donc c'est un peu comme ça que je m'organisais, malgré mes dettes de sommeil entre guillemets, et même avant mes dettes de sommeil, je procédais comme ça. Donc je sais pas si tu partages mon avis par rapport à cette espèce d'énergie mentale et de temps, mais voilà comment je vois les choses. J'ai le micro Oui. coupé, on m'entendait pas. Bah, vas-y. C'est quoi, je refais cette session, je dis voilà comment je vois les choses. Comme ça, on va Non, non, couper après. c'est bon, t'inquiète. Ok. Euh, du coup, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh, Parce que c'est vrai que n'importe quelle action dépense beaucoup d'énergie. Et en fait, surtout quand tu es freelance et CDI à la fois, là encore, quand tu es freelance et CDI et que tu gères exactement la même expertise, Mhm. c'est plus simple. Mais moi, je connais des personnes qui font du freelance et souvent le freelance a rien à voir avec l'activité faite en CDI. Mhm. Donc, en plus cumuler deux choses qui n'ont rien à voir. Donc, ton cerveau doit être concentré sur deux choses qui sont totalement différentes. Donc, il faut faire C'est attention. ça. Ah bah oui, mais il y a surtout, enfin, je te laisse finir après, mais tu sais, quand tu penses à plusieurs choses en même temps et que tu te concentres pas sur une seule tâche, ça aussi, c'est énergivore mentalement, tu vois, ça prend comme de la RAM, tu vois. Tu sais, comme l'ordinateur, en fait, tu sais, sur l'ordinateur, t'as 6 8 gigas de RAM, bah, et c'est comme si tu avais plusieurs onglets, tu dois penser à chaque fois à un onglet à la fois, et vu que le cerveau, il est monotâche, c'est ça qui est énergivore à la fin de la journée, t'arrives plus à penser à autre chose et ça te détruit mentalement. Voilà, Ouais, je te laisse continuer. c'est pour ça que le focus est important. Et moi, je sais, quand j'étais freelance et CDI en même temps, j'avais une organisation un peu où je travaillais énormément, on va pas se mentir. Au début, j'avais ma journée de CDI normale, quoi, donc 9-17 heures. Et après, j'enchaînais direct sur le freelance et des fois, ça me prenait de 17 heures à 20 heures, des fois à 17 heures à 22 heures, ça dépendait des jours, de tout ce que j'avais à faire, parce que j'avais pris beaucoup de clients au début à côté de à côté du CDI. Donc en soit je générais beaucoup d'argent, mais par contre à quel prix quoi? Parce que vraiment mes débuts en freelance, Hmm.
Je me souviens, je faisais quasiment 3 000 à 4 000 euros par mois, quoi. Vraiment au tout début. Mmh. Que j'avais trouvé des clients et tout qui étaient plutôt rentables, donc c'était cool. Les mêmes, enfin 3 000 4 000 uniquement le freelance? Ouais, uniquement le OK. freelance. Ouais. Donc dès le début, je savais déjà ce que c'était. Mais Tu j'étais avais pas goûté? Ouais, mais j'étais pas encore prête à faire ça à 100%, parce que je voulais construire un matelas financier derrière, enfin vraiment avoir un truc solide où me dire si je me barre demain, je sais que j'ai de l'argent de côté qui me permet de couvrir si jamais ça marche pas, quoi. Mais ce que je faisais, ouais, c'est que je cumulais du coup mon activité de freelance le soir et le week-end. Et ça devenait très toxique parce que du coup j'avais zéro temps pour moi. Et il y a même un moment donné où j'ai arrêté de faire du freelance pendant peut-être 6 mois à peu près parce que j'avais besoin de repos parce que sinon je pense que j'allais finir cramée. Mmh. Et c'était d'ailleurs la meilleure chose que je pouvais faire, parce que de toute façon c'était des collabs qui avaient pris fin, etc. Donc du coup j'avais Mmh. envoyé en me disant ça prend fin, donc je vais me reposer. Et après j'ai redémarré un peu le truc, et ça m'a permis de quitter mon CDI il y a plus d'un an du coup aujourd'hui. Et du coup c'est hyper important de savoir aussi des fois mettre un frein à son activité de freelance, ou du moins de savoir faire un choix. Moi je l'ai fait, parce que cumuler les deux en même temps pendant très longtemps, c'est pas très simple. Mais bon, en l'occurrence, il y a plus d'un an, j'espère que mes anciens responsables passeront pas par ici. Ah, ils vont passer, ils vont finir par Mais voir ça. en l'occurrence, il y a plus d'un an, enfin en tout cas moi à la fin, quand je savais que j'allais partir, je prenais les calls clients pendant mes heures de travail. Quand c'était tranquille au niveau du CDI, hop, je prenais 3 heures, puis je faisais mes tâches freelance. Mmh. Pas à reproduire évidemment, mais moi je l'ai fait parce que bah voilà, de toute façon je savais que j'allais partir, donc j'ai priorisé pour le coup ce qui allait m'apporter le plus d'argent et de sérénité et de bonheur sur le long terme, donc le Mmh. freelance. OK. OK. Ouais, ouais, c'est très, franchement, c'est pas évident et je sais qu'il y en a plusieurs, qui veulent se lancer, qui sont, enfin, qui se posent des questions, qui bénéficient un peu de télétravail. Mais franchement, c'est pas quelque chose qui, comment dire? C'est pas quelque chose qui, se fait comme ça. Enfin, franchement, faut laisser sa peau un petit peu pour apprendre surtout et après, voilà, s'adapter et faire la transition en fonction si vous voulez de faire ça à 100% ou pas. Voilà. Après il faut arriver à mettre des limites, quoi. Enfin c'est important de savoir se mettre des limites soi-même, que ce soit pour le CDI, parce que même je connais des gens, moi-même j'étais comme ça au début, t'as tendance des fois même en CDI à travailler beaucoup plus que Ouais, c'est ça. on te demande, tu vois. Donc déjà C'est ça, exactement ça. si en plus t'es pareil sur le freelance et t'es pareil dans la vie perso par exemple, mais en fait ça demande beaucoup beaucoup d'énergie et il faut arriver à mettre des limites. Ça je pense que c'est important, et surtout à avoir des objectifs ou une vision un peu plus long terme, quoi. Mais Et tu puis, sais, le mode de travail là qu'on vient d'aborder, le fait de travailler sur ce qui a le plus d'impact, le 20-80, enfin, tu sais, il y a une histoire de mindset aussi là-dedans, de méthodologie de travail. Mais, enfin, crois-moi, jusqu'à aujourd'hui, tu sais, pourtant, c'est moi qui fais la publicité de la méthode Pareto, etc., dans tous les sens. Mais c'est très difficile à appliquer tous les jours. Tu sais, t'as l'impression que tu réoublies la méthode constamment et bah du coup c'est en discutant, en partageant avec toi que tu dis non, ça c'est, enfin ça c'est plus essentiel que ça. Faut constamment dans sa journée, dans toutes les tâches que tu fais, évaluer si cette tâche-là a de l'impact, a pas de l'impact. Tu sais vraiment et même tu sais si tu penses à ça, tu penses au CDI, tu penses au freelance, il y a tellement de choses à penser en arrière-plan que c'est là où tu dépenses énormément le quota d'énergie mentale que tu as dans la journée. Et si tu fais pas attention, si tu prévois pas, je sais que toi, par exemple, toutes tes tâches de la veille ou de une semaine avant, je crois que c'est le dimanche que ouais. tu prévois ton agenda de la semaine. D'ailleurs, tu devrais partager ça, c'est intéressant. Raconte-nous un peu comment comment tu prépares ta semaine parce que jusqu'à tu sais, tu m'as partagé ça jusqu'à maintenant, j'arrive pas à le faire à le mettre en place, tu vois. En fait, il y a plusieurs sujets là-dedans. Déjà, le premier, le gros problème que je vois dans notre société actuelle, et surtout en France, je sais pas si c'est pareil dans les autres pays, mais en tout cas, moi, je prends l'exemple de la France parce que c'est là où on habite, c'est qu'on nous a martelé avec le 9-17 heures. Donc, c'est-à-dire que tu obliges ton cerveau de bosser de 9 heures à 17 Hmm. heures, enfin, pour les métiers qui sont bureaux, etc., quand il y a d'autres métiers où c'est pas le cas, mais vraiment métiers tertiaires. On t'oblige à faire du 9-17 heures. Faut savoir que moi, je l'ai appris il y a pas longtemps, mais du coup, je fais très attention
comment à ton type de personnalité que tu es, etc., pour avoir une organisation adaptée. Tout être humain est différent. Tu as des êtres humains qui vont être plus du matin, tu as des êtres humains qui sont plus du soir, comme moi. Moi, je sais que j'ai un pic de productivité, de créativité, genre entre 19 et 21 heures. Genre vraiment, là, je peux Mmh. faire des tâches que je ferais en 5 heures la journée, parce qu'en Mmh. en 5 heures la journée, je suis pas concentrée, par exemple. Et le problème, c'est que on est tellement martelé par le 9-17 heures que c'est déjà hyper compliqué de sortir de ce modèle-là. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, Mmh. hein. J'arrive à en sortir qu'aujourd'hui, alors que ça fait plus d'un an que j'ai quitté le CDI, tu vois. Mmh. Donc ça m'a pris quand même un an à capter que le 9-17 heures n'était pas fait pour moi, enfin ce rythme-là, et qu'au contraire, je dois écouter mon cerveau et mon corps et me dire, non, en fait, j'adapte mes journées en fonction de mes moments de productivité et d'énergie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi après, comment j'organise mes semaines. Déjà, moi, c'est simple, j'ai visualisé les jours où je veux pas bosser. Moi, c'est la semaine de 4 jours, il n'y a pas de 5 jours. Non, moi, c'est semaine de 4 jours, des fois 3 jours si je peux le faire, parce que Mmh. j'essaye vraiment de plus en plus de faire en sorte que mon bien-être personnel prenne le dessus par Mmh. rapport à l'entreprise. Et ça, vraiment, ça change totalement parce que quand tu es bien mentalement, et quand je dis bien mentalement, c'est plein de trucs, hein, ça dépend de tes centres d'intérêt. Moi, je sais que j'aime bien voyager, j'aime bien faire des concerts, j'aime bien aller au resto, faire des spas, enfin peu importe. Mais juste faire des activités qui me plaisent et qui sont plus importantes que l'entreprise. Pourquoi? Parce que du coup, ça m'aide à être bien et ça m'encourage à faire toujours plus pour pouvoir du coup faire tout ce que j'ai envie de faire, quoi. Et comment j'organise mes semaines après? Bon, bah, du coup, très simple, hein, je prends mon Google Agenda, puis en fait, je me fais des espèces de time blocking en fonction des moments où je sais que c'est adapté à moi, quoi. Par exemple, là, je OK. suis en train de tester, je bosse plus trop le matin, ou du moins, je Mmh. commence plutôt ma journée en fin de matinée, début d'après-midi. Mmh. Généralement, l'après-midi, je prends que les calls, coaching, enfin, tous les trucs, bon, voilà, qui demandent un peu d'énergie, mais pas non plus trop de concentration, tu sais, où tu dois être focus. Et après, maintenant, c'est ce que je teste et ça marche plutôt bien. C'est fin de journée et là où je suis vraiment productive. C'est là où je vais faire des tâches qui demandent de la concentration. C'est pas Ouais. adapté à tout le monde, j'entends bien, mais moi je sais que le soir, j'arrive bien à le faire. Pourquoi? Parce que vraiment, je le remarque, des fois en 2 heures le soir, je travaille 10 fois plus que si j'avais fait ça de 9 heures à 12 heures le matin ou de 9 heures à 13 heures, quoi. Donc, Ouais, faut après, adapter. ça dépend de ton état mental aussi, hein. Tu sais, des fois, tu prépares à travailler, t'arrives devant le bureau. Enfin, moi, ça m'arrive, hein. Et t'arrives pas, tu sais, t'es déconcentré, donc, Bah, si c'est comme ça, c'est que en fait, c'est hyper important d'avoir, de se renseigner là-dessus. Bah, mmh. d'autant plus quand tu es entrepreneur. Quand tu es en CDI, c'est compliqué. Tu es dans ton 9-17 heures, t'as pas le choix. Voilà, tu es Mmh. emprisonné dans ton 9-17 heures, tu es obligé. Mais quand tu es Ouais. entrepreneur à 100%, franchement, moi, j'invite en tout cas, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, euh, n'hésitez pas à vous intéresser un peu à votre chronotype, etc. Bon, c'est des trucs très développement personnel. Mais franchement, moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les moments de la journée où je suis productive, où j'ai de la créativité et où il faut juste que je fasse des tâches qui soient tranquilles et qui ne demandent pas trop de concentration. Et j'ai adapté mon organisation comme ça et vraiment, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on est tous construits différemment. Et vraiment, moi, je connais des personnes qui bossent à 5-6 heures du matin, ils sont hyper motivés. Moi, à 5-6 heures, je dors, hein. Il n'y a personne ici, hein. Mmh. Ouais. Je suis une couche tard, quoi. Genre, des fois, à 2-3 heures, je Mmh. peux être encore réveillée. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, mon cerveau, moi, il est éveillé pendant longtemps. Mmh. Alors que le matin, j'ai besoin d'être tranquille. Enfin, bon, après, c'est pas un exemple forcément à suivre, mais il faut s'écouter, savoir adapter, je trouve, son organisation et son énergie en fonction de ça. Et deuxièmement, travailler plus ne veut pas dire que tu gagneras plus. Des fois, travailler 4 heures par jour, c'est beaucoup plus efficace que travailler entre 9 heures et 17 heures. Et ça, j'en Ouais, reste. c'est clair. Mais tu sais qu'il y a des études, je sais plus laquelle, c'est une vidéo qu'on s'est partagée en off, mais il y a des études qui prouvent, et même la semaine de 4 heures, là, le livre de Tim Ferriss, qui prouve que le cerveau ne peut que faire un seul créneau de deep work, donc travail profond par jour, qui n'est que de 4 heures. Au-delà, il peut pas faire ça. Enfin, en tout cas, au-delà, il va être, enfin, la pente le pic de productivité cérébrale est déjà passé. Tout le reste, c'est en descente. Bah, évidemment, tu peux faire des trucs après. Tu deviens pas un légume, mais en tout cas, c'est pas idéal et c'est pas, enfin, alors, peut-être que les autres, enfin, il y en a certains qui peuvent faire en 3, en 5, en 6, mais en général, ça dépasse pas maximum 4 heures, tu vois. Ça me- Donc, c'est normal que, il y ait des gens
qui soit un peu plus productif le matin ou l'après-midi, chacun en fonction de sa personnalité et de son environnement. Mmh. Bah, tu vois, tu as des gens qui vont préférer prendre des appels le matin et l'après-midi être tranquille. Moi, Voilà. je sais que je peux pas, parce que si je fais ça le matin, bah, le reste de ma journée, mais je fais plus rien, quoi. Puis le matin, ça, j'aime bien être tranquille. J'ai pas envie de Ouais, parler aux gens, des fois, le matin. Le matin, j'ai pas envie de voir quelqu'un en visio, j'ai envie d'être tranquille. Voilà. ouais. Mais c'est parce que c'est un choix. Et, euh, et je pense que c'est important, ça, de le comprendre. Et effectivement, de toute façon, t'as qu'à le tester. Un boss 3-4 heures sur un truc, ton cerveau, même après, tu peux plus rien faire. Et c'est Mmh. normal. Donc, Il donc vaut ça, mieux que ce truc, ça soit pour toi. Parce que si tu bosses pour quelqu'un d'autre, 4 heures, tu sais, ces 4 heures-là, mais ça, c'est si t'es en, une si t'es erreur en de. CDI, tu vois, faut pas le donner, tu vois, faut le garder pour toi et pour ta croissance. Et encore, tu sais que c'est une erreur que font beaucoup de freelances et je l'ai fait aussi. C'est qu'en Ouais. général, dans les deep work, on va plutôt mettre des tâches fastidieuses pour les clients, par exemple. Il y en a Oui. des tâches fastidieuses, mais de manière générale, normalement, des temps de deep work productivité, c'est 50% ouais, mission client quand ça demande de la concentration, type lancer, enfin, créer des campagnes, faire des visuels. Et encore, ça, c'est plus de la créativité. Mais pour moi, tes temps de productivité, ils devraient plus être dédiés, par exemple, à améliorer ton offre, prospecter, trouver des clients, je sais pas, créer un autre produit à côté, peu importe, mais quelque Mmh. chose qui soit fait pour te faire gagner plus d'argent et faire. Se former à de nouvelles compétences Ouais, que tu as remarqué que parmi chez tes clients, c'est un besoin. ouais. Et ça, c'est important. Et en fait, moi, j'ai fait l'erreur plus d'une fois, et je sais que beaucoup de freelances le font aujourd'hui, ou même des entrepreneurs, c'est qu'on a Mmh. tendance à mettre trop d'énergie sur comment sur le delivery, etc. Et c'est important, hein, c'est hyper important, Mmh. ça faut pas le négliger. Mais oublie de mettre du temps sur bah, trouver des clients, qui est censé être normalement 50% de notre taf quand même, c'est d'être commercial et d'aller chercher des clients, toujours avoir une activité qui tourne. Et ça, je ne cesse de le répéter, je pense, depuis des mois à tous les freelances avec qui je parle, c'est qu'on a tendance à trop oublier. Moi, la première, hein, des fois, j'ai tendance à vraiment me laisser aller et me dire, ah, bah, c'est bon, là, ça marche, pas besoin. Mais en fait, le fait de tout le temps être dans la dynamique de trouver des clients, t'as plus de stress du coup, parce que tu sais que dans tous les cas, même s'il y a une collab qui prend fin pour X raison, bah, t'as un système qui fait que c'est pas grave, en vrai tu peux en trouver un autre d'ici un mois et en vrai ça tourne et t'es pas stressé quoi. Mmh. Ok, Ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec ça. trop bien. J'avais un autre sujet bon, qui est un peu différent mais que je trouve intéressant parce que moi ça a souvent été un peu pas stressant mais tu peux avoir des quiproquos liés à ça, c'est euh, le rapport qu'on a par rapport aux clients quand on est en CDI. C'est-à-dire, est-ce que déjà tu es transparent avec tes clients sur le fait que tu es en CDI? A Mmh. contrario, est-ce que dans ton CDI, tu es transparent sur le fait que tu es en freelance? Enfin, toi, Mmh. comment tu fonctionnes là-dessus? Ça m'intéresse parce que je sais que tout le monde n'est pas pareil par rapport à ça. Ah! Le client, ça, je l'ai jamais dit. Pourquoi? Parce que ça l'intéresse pas. Et si tu lui dis, la majorité des clients, tant qu'ils ont pas évalué ton niveau de performance à lui apporter des résultats, ça peut potentiellement, enfin, les faire reculer parce qu'ils vont se dire: «Bon, lui, il va négliger, mon compte et c'est pas ce que je veux, donc je vais bien le surveiller. Vu qu'il m'a dit ça, je vais bien le surveiller si j'ai déjà signé le devis». Et il y en a d'autres qui vont dire: «Bon, je m'en fous». Mais enfin, f moi, je me mets toujours à sa place. Si tu es en CDI, ça veut dire que tu fais forcément autre chose et si, bah, du coup, si tu es pas disponible quand je t'appelle, bon, évidemment, le freelance n'est pas dédié à son client, toute la semaine, 24 heures sur 24. Mais en tout cas, il peut avoir ce frein-là quand tu lui dis ça. Donc moi, je l'ai jamais dit. Il y a jamais eu un problème avec ça. Et c'est pas que je mens, c'est que je n'aborde pas le sujet et le sujet n'est pas abordé et pas besoin de l'aborder, ça l'intéresse pas. Voilà. Ouais, en fait, ils n'ont pas forcément besoin de savoir, quoi. Moi, je sais que je l'avais dit au début. Tous les clients avec qui Mmh. je travaillais, ils le savaient que j'étais en CDI à côté. Et en soi, Ouais. ça n'a jamais posé problème. Pourquoi? Parce que OK. tant que tu es dispo, que le travail est fait. En fait, moi, je donnais des deadlines. Et comme d'hab, hein, je le fais toujours aujourd'hui. Je dis, bon, bah voilà, du coup, en timeline, je sais pas, dans 7 jours, il y a ça qui est lancé. Après, on a ça, après, on a ça, après, on a ça. Ouais. Le fait d'avoir des calls hebdo toutes les semaines, bah, du coup, ça permettait de montrer que même si tu es en CDI, c'est pas grave, tu es quand même dispo pour le client. Et en fait, c'est ça la force d'un entrepreneur ou d'un freelance, Mmh. c'est que tu es censé savoir t'organiser. Et je trouve même que quand tu montres que tu es en CDI
et que tu fais du freelance à côté, le client, il voit que tu sais t'organiser et que tu es clean. Tu Ouais, vois? c'est Moi, en clair. tout cas, j'ai jamais eu de problème pour le coup et je vais dire tous les clients étaient au courant que j'étais en CDI. J'avais préféré être honnête, là-dessus au début. Mais au final, Mais ça a tu le jamais disais de toi-même, tu disais, ouais, oui, à ouais, voilà. savoir, nota bene. Mes premiers clients, je leur avais dit. Après, quand j'avais commencé à bosser avec Nico, pareil, je lui avais dit, honnêtement, parce qu'il cherchait quand même quelqu'un pour bien déléguer ses clients et tout. Hmm. Et moi, j'avais été honnête avec lui en lui disant, bah écoute, par contre, je suis en CDI à côté, donc j'ai pas non plus 100% de mes jours dispo. Hmm. Ça le faisait très bien. Et au contraire, le fait d'être honnête, du coup, les clients, ils étaient en mode, bon, bah, elle est honnête là-dessus, elle est transparente, donc elle sera transparente sur tout le reste, tu vois. Et Ok, du coup, j'ai gagné leur confiance par rapport à ça. Après, pas un exemple à suivre, il y a beaucoup de personnes qui ne le disent pas, et en soit, en vrai de vrai, ils n'ont pas forcément à le savoir. Pourquoi? Parce que tu es juste, bah, tu es là pour les accompagner, etc. Mais que tu c'est es 4 ça. heures dans la journée ou que tu es 2 heures, normalement, tu n'es pas censé facturer autant. En plus, tu factures une offre. Donc que tu sois dispo 4 heures, 2 heures, 3 heures dans une semaine, normalement, ça change pas grand-chose à sa vie tant que le travail il est délivré dans des délais raisonnables et des délais respectés surtout. Et puis tu es disponible, en vrai, y a pas de problème quoi. C'est clair. Ouais, non. Bah après, côté CDI, ça, j'ai fait le choix de ne pas aborder ce sujet, contrairement à toi. Bon, j'aurais dû faire comme toi. Mais bon, ça a fini par se savoir et maintenant c'est transparent, hein. Franchement, bon, je pense que j'aurais dit dès le départ. Après, ça dépend de la hiérarchie que t'as. Mais voilà, l'intérêt aussi, c'est éviter que tu fasses ça pendant tes heures de travail, quoi. Donc, ouais, bon, je partage ton avis du coup pour cette histoire de transparence des deux côtés. Voilà, nous on est là juste je fais ça juste pour moi. Vous inquiétez pas, je suis dans votre intérêt aussi, mais je pense à moi. Donc voilà, t'as bien raison de faire ça. Trop bien. Euh, Petite question aussi, c'est est-ce que toi, tu t'es déjà senti coupable, bah, par exemple, tu vois, quand tu es en CDI, tu peux avoir des journées qui sont hyper chargées ou tu es hyper occupé et du coup, tu pas le temps de forcément être dispo pour tout le monde. Est-ce que tu t'es déjà senti coupable de pas forcément être dispo, pardon, sur la journée, de pas répondre tout de suite? Et même d'ailleurs, comment tu gères ça? Parce que moi, je suis toujours curieuse de voir comment gèrent les freelances quand tu as un client qui te sollicite. Est-ce que tu réponds tout de suite? Est-ce que tu laisses un laps de temps? Comment tu gères ça? Comment je gère ça? Bon, après, moi je réponds quand même assez vite aux clients. Et ce qui est pas bon parce que je suis censé faire quelque chose à côté. Je parle de multitâche, de monotâche, mais en fait, je suis un mauvais exemple. Tous les jours, je me challenge là-dessus. Donc, j'essaye de répondre assez vite. Surtout quand c'est des clients qui te renvoient l'ascenseur, c'est des gens qui sont sympas. Donc, même si tu réponds vite avec eux, derrière, tu sais que c'est une bonne personne. Donc, elle peut comprendre si jamais tu réponds pas vite. Donc, ouais, non, moi, ma politique en interne, et ce que je me conseille à moi-même de ne pas faire, c'est de répondre vite, Hmm. surtout quand je suis en face d'une tâche en fait. Donc voilà, je fais cette erreur-là, mais je me conseille de ne plus de plus faire cette erreur-là. Et même si quand c'est souvent même quand c'est un mauvais client, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est vrai que je retarde un peu parce que ça me fatigue de lui répondre. J'ai pas envie d'avoir d'interaction avec lui, tu vois. Mais voilà, franchement, quand je vois son message, tu sais, son message reste dans ma tête et pareil, ça brouille ma capacité à me concentrer sur une tâche que j'étais en train de faire quand j'ai reçu son message. Donc moi, le Hmm. conseil que je donnerais à voir ce que tu fais, c'est d'attendre au moins 2 heures, 3 heures. Et après, tu réponds en fonction de l'urgence, de disponibilité, du contexte aussi. Voilà. Hmm. Bah, déjà, faut cadrer et déjà dire dès le début entre quand tu es dispo en termes de messages, etc. Parce que ça peut vite devenir le bazar. Moi, j'ai déjà eu des clients avec qui ça se passait, bah, il y en a très peu, mais certains avec qui ça se passait pas très bien, qui avaient tendance à pas respecter les limites que tu leur mets. C'est Hmm. quand même important. Et deuxièmement, euh, chose que je conseille, c'est on va dire quand tu as des moments où vraiment tu veux être focus sur une tâche, tu désactives les notifs. Et c'est pas grave, en général, tu es focus pendant 2 heures, tu désactives, mais toutes notifs, hein, que ça soit même les notifs perso, peu importe. Comme ça, tu es vraiment concentré sur ce que tu fais.
Et une fois que tu as fini ça, là, ok, tu réactives et tu regardes un peu s'il y a des messages, etc. Dans tous les cas, même si tu réponds au bout de 2-3 heures, c'est déjà très très bien en termes de réactivité. Quand tu sais Hmm. qu'il y a des agences qui répondent au bout de 3 jours. Donc, Ouais, c'est clair. quand Une déjà, tu semaine vois, même. J'ai ouais, voilà. entendu, tu sais, Amadou, il nous avait partagé l'anecdote d'un client. Ça faisait 3 semaines que sa campagne n'avait pas été lancée. Tu te rappelles quand il nous avait parlé de ça ou pas? Parce que lui, il Ouais, travaille ouais. en agence. Donc c'est pour ça, Donc, franchement, quand déjà tu réponds dans la journée, moi je trouve que c'est déjà très bien. Après, il y a urgence et urgence, tu vois. Mais hmm. dans tous les cas, de toute façon, de manière générale, les clients savent aussi que tu gères aussi d'autres personnes et que Ouais, c'est ça. tu peux pas non plus être dispo à la minute près. D'ailleurs, je le conseille pas parce que ça te donne des mauvaises habitudes et c'est pas bien. Il faut C'est aussi ça. savoir laisser une certaine distance et dans tous les cas, tant que tu réponds dans un délai raisonnable, c'est totalement ok quoi. C'est clair. Ok. Moi, il m'est arrivé de répondre à un message un samedi. Mais c'est parce que c'est un bon client. C'est un bon client. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi en vrai, quand c'est des clients avec qui je m'entends très très bien, tout ça. Voilà, c'est ça, c'est... Et après, c'est des clients où ils savent que de base, t'es pas dispo le samedi. Donc en Hmm, vrai, ça arrive une fois tous les 300 jours. Donc c'est hmm, ok. c'est Tu ça. vois, c'est juste faut faire attention parce que tu as des clients où si tu leur donnes cette habitude-là, ils vont se dire que tu es dispo du coup tous les samedis et ils vont t'envoyer des messages le week-end, tu vois. Alors que, enfin, de toute façon, après, tu arrives à capter qui est comme ça. De manière générale, les clients arrivent à respecter quand même tes limites et ton espace personnel. Mais ça peut arriver de tomber des fois sur des cas un peu red flag qui respectent pas trop ça, quoi. Mais bon, il faut tout dans notre univers pour faire un monde, quoi. C'est clair. D'ailleurs, on attend une vidéo là pour les cas red flag parce que t'en as vécu toi. Donc franchement, ça vaut des podcasts, un podcast par cas de red flag. C'est vrai. Parce que je sais que t'en as au moins tous les 2 mois. Il y en C'est a vrai un que qui te fait du sale, comme c'est on vrai dit. qu'en 3 ans, j'en ai eu. Après, c'est plus ou moins red flag, quoi. Mais j'en ai eu quand même, ouais, bon, pas beaucoup. Sur tous les clients que j'ai eu, ça doit représenter même pas 10%, quoi. Ce qui est la norme, je crois, quand t'es freelance, à peu près, ça représente, ouais, Hmm. 10%. Mais des fois, 10% qui peuvent prendre toute ton énergie, donc c'est pas facile. Ouais, c'est clair. Ouais, j'en ai eu pas mal. Enfin, un client en particulier qui pour moi, je pense, c'est le plus gros red flag, pardon, que j'ai eu depuis que je suis freelance. Hmm. C'est vraiment, bah, déjà, elle m'appelait pas par mon prénom. Ah, celle qui t'appelait pour Océane au lieu de Et Roxane. alors ça, vraiment, je trouvais ça mais aberrant. Et qu'elle m'envoyait des messages le dimanche à 22h pour me dire oui, demain faut faire ça. Elle voyait que j'avais pas vu le message, j'ai supprimé le message le lendemain pour m'en renvoyer un autre. Enfin, des trucs vraiment lunaires, quoi. Des trucs lunaires. Et quand j'ai mis Ah fin à ouais. la prestation, en lui expliquant pourquoi, j'avais été transparente mais polie, Hmm. elle avait fait genre qu'elle avait pas compris, quoi. Et comment ça s'est passé après? T'as supprimé? T'as envoyé un doigt d'honneur? On a juste mis fin, sauf que bah du coup, moi j'étais encore novice dans le truc, j'ai pas envoyé de facture, quoi. Je dis que je vais D'accord. Ah bah oui. et voilà. Mais j'aurais dû, en vrai, envoyer une facture parce que j'avais quand même lancé des campagnes, ça marchait, elle avait des Hmm. résultats. Mais comme j'avais pas envie d'avoir de soucis et comme je suis très gentille comme personne, j'avais dit écoute, hop, on arrête et puis ciao, quoi. Mais au final, j'aurais dû réclamer quand même ma facture, un minimum. Ouais, c'est Non, ça. je l'ai fait, C'est. maintenant, je la fais plus, hein, cette erreur. Vraiment, si le travail a été fait et qu'en plus tu as eu des résultats, ah non, mais même si je mets fin à la mission, faut quand même payer, quoi. Mais bon. Surtout qu'il y a des sociétés de recouvrement maintenant. Franchement, tu t'envoies ça là-bas. Tu sais que c'est le pourcentage de la facture. C'est plus ton problème. T'attends juste la notification du virement et tu veux plus entendre le reste. Limite, tu bloques le client en question. Et voilà. Donc, non, non, faut plus laisser de l'argent sur la table comme ça. Mais de toute façon, ça fera l'objet d'un podcast, les clients red flag, parce que je pense que c'est marrant en vrai d'en parler. Et surtout, en fait, ça permet de lister des fois des catégories de clients red flag et d'arriver à Hmm, les repérer avec le temps. Enfin, je sais que maintenant, j'arrive de plus en plus à les repérer, même si on les repère pas tous. hmm. Et des fois, c'est pas forcément red flag ou c'est des mauvaises personnes. C'est juste que je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de bosser avec des freelances et du coup, quand tu es quelqu'un qui est un peu plus senior sur le marché, c'est plus compliqué d'accepter un client comme ça que quelqu'un qui vient de devenir freelance, qui a besoin de se faire la main et qui du coup va moins repérer des clients un peu red flag, mais au moins, franchement, on est tous passés par là, donc on se forme avec. Mais quand tu commences à avoir un peu plus d'expérience dans ce domaine-là, j'avoue que tu n'as plus envie de t'embêter avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de bosser avec un free, tout ça.
Franchement, t'as envie... En fait, t'achètes quand même ta tranquillité, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je sais par exemple parce que moi je travaille avec des avocats et ils ont souvent des demandes clients, des dossiers clients au téléphone et eux c'est leur quotidien de vivre ce qu'on appelle client red flag Ah ouais. parce que avec ChatGPT etc. aujourd'hui les gens ils s'informent beaucoup sur Internet avant d'aller consulter un avocat. Et parmi du coup les justiciables, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans le milieu, qui voilà contactent les avocats quand ils ont une problématique de justice, etc. Bah il y en a qui veulent des conseils gratuits, il y en a qui veulent un psy, c'est juste quelqu'un pour avoir au téléphone pour discuter des conseils. Et bah du coup tout ça, bah comme nous en fait, vu que c'est des indépendants comme nous les avocats Mm. bah tout ça c'est très énergivore pour eux et c'est du temps qui n'est pas facturé, tu vois. Donc dans il y a une partie des clients euh, dans le lot qui te contactent juste pour retirer des informations qui ont comment dire, moi je les appellerais les clients qui sont un peu radins, ceux qui veulent ah mais vraiment hein, c'est un fléau ça, vraiment c'est les clients qui veulent juste avoir le maximum de valeur possible Mm. et minimiser au minimum enfin ton prix, tes honoraires à toi, le coût, les factures. Il veut que tu gères par exemple pour nous, tu gères le maximum de comptes publicitaires possible, que tu lui fasses des reportings, toutes les choses qui sont pas prévues dans les devis. Ils veulent que tu le fasses, mais de façon évidemment officieuse. Et en plus, tu sais, ils te demandent ça avec un peu de d'humour pour faire passer la pilule. Ouais. Mais et ça, faut vite le détecter dès le départ des personnalités comme ça. Moi, j'en ai vécu une récemment. Voilà, des gens que vraiment t'arrêtes tout de suite dès que t'as l'opportunité, t'arrêtes tout de suite de parler avec eux. De toute façon, en général, les clients comme ça, qui veulent payer le moins possible, c'est des clients qui ont un gros problème avec le rapport à l'argent, etc. Et qui ont besoin, en fait, déjà de comprendre l'intérêt d'investir ton argent et de le dépenser. Parce que c'est deux choses différentes, dépenser et investir ton argent. Et en général, quand tu prends un prestataire pour X choses, c'est que le prestataire va te faire soit gagner de l'argent, soit gagner du temps, soit gagner en charge mentale, soit les trois en général. Mm. Donc tu dépenses, c'est pas forcément une dépense, c'est t'investis ton argent pour gagner quelque chose derrière, tu vois. Mais il y a C'est beaucoup de ça. clients qui n'ont pas forcément cette maturité-là, et c'est ok. En vrai, je vais dire, moi j'ai été comme ça aussi, je pense que tout le monde est passé par là. C'est juste qu'avec le temps, t'apprends quand même à changer ton état d'esprit là-dessus, et je pense que c'est important en fait de se dire que l'argent n'est pas forcément une dépense tout le temps, ça peut aussi être un investissement qui, oui, au début, tu vas pas forcément le voir revenir, Mm. mais justement, c'est fait pour le faire revenir à un moment donné, comme quand tu investis en bourse, que tu investis dans la crypto, Ouais, c'est le jeu quoi. peu importe quoi. Bon, après, je suis pas Ça part, spécialiste ça en revient. investissement, mais il faut le voir de la même manière. C'est clair. 100%. Ok. Écoute, dernier sujet qui me paraît un peu intéressant, c'est un peu sur la vision, on va dire, qu'on peut avoir sur le freelance en général. Bon, déjà, en plus, on n'a pas du tout la même posture aujourd'hui. Moi, je suis 100% freelance et j'ai quitté le CDI, donc je pense que la vision sera différente. Mais toi, aujourd'hui, qui est encore sur ces deux modèles, Mm. dans 6 mois, par exemple, tu te vois comment, etc. Pour toi aussi, est-ce que quand tu fais du freelance à côté du CDI, ça veut forcément dire que tu dois quitter ton CDI tout de suite ou le quitter à un moment donné, ou ça peut juste être un side business à côté? Enfin, comment tu te positionnes sur ces sujets-là? Alors ça c'est l'actualité dans ma tête en ce moment, c'est ça fait la une des journaux dans mon cerveau. Donc vraiment c'est ce que je vis dans ma chair actuellement. Euh, Moi dans 6 mois, je sais que c'est pas tenable. Je peux pas continuer je peux pas continuer dans mon état actuel parce que ça marche très bien à côté, mais il y a beaucoup de sacrifices que je fais. Le fait de travailler le week-end, le fait d'avoir des dettes de sommeil, le fait de, tu vois, typiquement tout à l'heure, tu as dit que tu travaillais 3 jours, 4 jours dans la semaine et que tu avais des plaisirs, tu avais des activités au-delà du coup de ton statut de freelance. Moi, j'ai pas ça. Tu sais, la dernière fois en off, on avait discuté.
est-ce que toi, enfin, tu m'avais posé la question, est-ce que t'as des, des activités, des trucs que t'aimes bien faire? Et j'ai fait, attends, moi, j'aime bien faire quoi? Tu vois? Je fais ça, enfin, c'est pas ma passion, le spa, tu vois? Et Bon, franchement, je sais que j'aime, c'est essentiel hein, d'avoir ouais, des centres d'intérêt, mais n'importe quelle activité qui te fait plaisir, franchement, c'est trop important de les inclure dans ton quotidien. c'est clairement ça, Ouais. ouais. Donc, franchement, c'est quelque chose qui a résonné en moi quand on a eu cette discussion-là. On a parlé d'activités, des choses qui n'étaient pas, tout ce qui était extra-scolaire, extra-professionnel. Donc, j'ai eu du mal à répondre à cette question-là. Je me souviens qu'à l'époque, j'aimais bien le foot, mais j'ai arrêté le foot, tu sais, je Mm. jouais 2 fois par semaine au foot. J'ai arrêté pour ça, j'ai fait ce sacrifice-là pour ça. J'ai arrêté même de regarder le foot à la télé, la Ligue des Champions et tout. Tout ça, c'était ma passion. Tu vois, je regardais ça même avec mon père, mais maintenant de moins en moins. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est tenable? Est-ce que je continuais comme ça à vivre pour travailler? Au final, c'est ce que je fais. Mm. Je me lève le matin, je travaille pour plusieurs personnes. Faut y Pour mon employeur. tenable, hein, en vrai, hein, ce mot Ah tenable. non, c'est pas tenable du tout. C'est physiquement, c'est pas tenable. Et surtout que vu que je travaille 7 jours sur 7, pratiquement je fais au moins 2, 3, 4 tâches par jour. Euh, Vu que j'ai pas de recul, tu vois, toi tu pars en congé. Je sais que toi tu pars. La dernière fois, t'étais à New York, t'étais dans des destinations, des capitales européennes. Moi, j'y suis allé au Maroc, mais c'était avec beaucoup de difficultés parce que là-bas, j'ai pas du tout profité. Toi, t'arrives à déposer ton ordinateur chez toi et y aller comme ça, bras ballants. Moi, j'arrive pas à faire ça. Je prends ma vie de freelance et de salarié en CDI avec moi, même quand je suis en vacances. Et je sais que toi, tu rentres beaucoup plus inspiré que moi parce que t'as fait une pause, logiquement. Moi, si je prends même pas un seul jour de pause, ça veut dire qu'il y a un problème et ça s'est ressenti sur ma santé. Mentalement, je suis très épuisé. J'ai plein de nuits récemment. C'est pour ça que je te dis que c'est d'actualité. Où je me réveille, j'ai l'impression que la nuit n'a pas fait effet. Il s'est pas passé une nuit là. Tu vois, je me lève comme ça. Oula, je suis encore fatigué. J'ai des douleurs ici au lombaire. Je sais pas si c'est des lombaires ici, mais mais en tout cas oui, j'ai des douleurs là au niveau du cou. Peut-être parce que je me baisse trop. Donc franchement, ça se ressent sur ma santé et je sais que c'est pas tenable. Donc je fais l'effort de préparer ma transition. Voilà, de bien préparer mon personal branding, ma communication, etc. Pour pouvoir faire une transition parce que sinon il y aura plus de Lucien dans quelques mois. Je serai à l'hosto un jour et voilà, et l'histoire de Lucien ça finira comme ça. Non, après, faut pas dire ça. Mais ce que je vois là, en tout cas, moi, je l'ai vécu il y a 2 ans à peu près. Et j'avais arrêté le freelance pendant un moment donné Mm. pour le reprendre plus tard. Mais parce que j'avais pas encore de vision claire de ce que je voulais. Alors qu'il y a un an en arrière, c'est le même chemin était en train de se refaire il y a un an en arrière. Enfin, il y a un peu Mm. plus d'un an en arrière, vraiment. C'est le même cheminement où je commençais à être fatiguée comme toi. Et là, je me suis dit non, non, il me faut un objectif, une vision, qu'est-ce que je veux. Et j'ai choisi le freelance et j'ai tout fait pour quitter très vite le CDI. Et en plus, je le dis très souvent, mais moi, quand j'ai quitté le CDI, j'ai perdu 2 clients d'un coup en freelance. Donc mon revenu, il a été divisé par deux hein, en Ouais. freelance, sans le CDI derrière, quoi. Donc, et en fait, je me suis toujours dit, bah, c'est le destin, c'est juste pour montrer qu'il n'y a rien qui est acquis, même quand tu es en freelance, et ça te prouve Mm. juste que bah, voilà, tu dois faire en sorte de trouver des clients et que tu aies une activité stable, et c'est à la portée de tout le monde qui a la discipline de le faire, quoi. Et la volonté. Et la volonté aussi. Les deux vont ensemble. Voilà. La motivation, c'est bien, mais c'est pas assez. La motivation, Mm. ça fluctue tous les jours, alors que la discipline et la volonté, ça te permet quand même de. Bah, même les jours où t'as pas envie de bosser, au moins tu bosses un petit peu et tu dis que c'est des petites actions qui vont te permettre d'atteindre ton objectif, quoi. C'est ça, c'est clair. Ok, bah écoute, si on devait terminer tout ça, toi, est-ce qu'il y a 3 conseils que tu donnerais et vraiment Oui. 3 erreurs que tu éviterais, on va dire, euh, pour quelqu'un, par exemple, qui est en CDI et qui veut se lancer en freelance demain, à côté de son CDI. Alors moi, le conseil que je donnerais, c'est clarifier sa vie. Au bout d'un moment, il faut que tu prennes une feuille
et un stylo et tu dis sur la feuille qu'est-ce que tu fais dans ta journée du lundi au dimanche, avec qui tu passes du temps, quelles sont bah, du coup tes priorités pour atteindre ton objectif. Parce que il y a des choix que tu devras forcément faire. La journée, enfin quand tu entends 24 heures, tu as l'impression que c'est vraiment 24 heures, mais en réalité, en 24 heures, tu peux faire très peu de choses. Tout à l'heure, on parlait du temps de cerveau disponible, qui est enfin disponible à plein de capacités, qui est de 4 heures. Donc tu peux faire très peu de choses dans un scope de 4 heures. Donc vraiment, même à moi actuellement, je me donne ce conseil-là. Il faut que je clarifie bah, du coup mes objectifs, ce que je veux vraiment, donc la vision, que j'aligne ma semaine, ma journée en fonction de ces objectifs-là, et que j'évite, voilà, de faire du multitasking, que j'évite aussi. Ah oui, il y a les réseaux aussi que j'ai arrêté, mais j'ai repris parce qu'il fallait faire ma propre communication, il fallait investir dans mon personal branding. Donc voilà, c'est toute une série de choix logiques que tu dois faire, que tu dois abandonner pour adopter d'autres comportements que tu dois avoir, que tu dois aligner avec tes objectifs. Et puis si tu es en CDI, bah forcément freelance c'est pas la même chose. Même si tu fais du media buying, que ce soit en agence ou chez l'annonceur, il y a un énorme gap en termes de compétences que tu dois acquérir idéalement pendant ton CDI, parce que si tu le fais juste après, tu te lances comme ça sans avoir énormément, bah, du coup enfin un minimum de connaissances. Hein. Après tout est relatif, mais voilà, il y a des connaissances à avoir que tu dois former un petit peu. Et à partir de ça, bah, du coup clarifier ta vie et vraiment axer ta vision et ton quotidien vers le même cap. Ça c'est le conseil que je me donnerais aussi à moi-même à l'instant T actuellement. Voilà. Ok, trop bien. Ouais. Euh, Moi, si je devais donner 3 conseils demain à quelqu'un qui... Ou même je donnais 3 conseils à la moi. Ouais, ouais, c'est un challenge au quotidien, même pour nous, hein. Si je devais me donner 3 conseils, je pense, il y a 3 ans en arrière. Premièrement, avoir une vision vraiment claire de ce que je veux. C'est-à-dire, si je fais du freelance à côté, est-ce que c'est pour en vivre à plein temps sur le long terme ou est-ce que c'est juste pour avoir un side business à côté et toujours être en CDI? Parce que ça, c'est hyper important parce que tu vas pas du tout développer ça de la même manière selon le C'est choix que clair. tu fais. Deuxièmement, c'est savoir écouter les signaux que ton corps t'envoie. C'est-à-dire que quand tu sens que tu es fatigué, que ça va pas, que tu fais des mauvaises nuits de sommeil, parce que je l'ai vécu aussi, euh, savoir ralentir. Tu vois, vraiment écouter son corps et se dire, ok, là, peut-être qu'il faut que je ralentisse et que je priorise mes actions. Et tu as raison, en fait, lister tout ce que tu as à faire et surtout ce que tu as à faire, en fait, être indulgent avec soi-même et vraiment prioriser, en fait, ce qui est important. Et pas du coup tout faire, parce que tout faire égale ton cerveau finit par être bazardé là-haut, quoi. Et troisième conseil que je me donnerais, je pense que c'est savoir comment ne pas négliger son temps personnel, ses proches, sa famille, les activités. Bref, vraiment, en fait, ne pas du tout négliger ton temps personnel, parce que normalement, ton temps personnel doit représenter plus de temps que ton temps de travail. Enfin, en tout cas, maintenant, c'est ma vision. Quitte à gagner un peu moins, c'est pas grave. Mais de se dire que tu prends plus de temps pour profiter, pour faire des activités que t'aimes, pour profiter de tes proches, ou même pour rien faire, genre juste rien faire, parce qu'on dit tout le temps, on est dans une société Ouais, capitaliste où on nous incite on nous incite à faire plein de trucs, mais ouais, juste de ne rien faire. Genre même tu te dis, moi ça m'arrive maintenant, vraiment, et je suis trop contente de me poser, pas plus tard que tout à l'heure, me poser pendant 1 heure ou deux et ne rien faire. Genre, c'est-à-dire ne penser à rien, rien faire. Voilà, être là et attendre que ça se passe. Et bah, franchement, ça fait du bien parce qu'on n'a pas l'habitude. ouais. C'est Juste une ça. pause. Et ça, vraiment, je le conseille même à n'importe qui. Enfin, moi, je le conseillerais à la moi d'il y a 3 ans, mais même à n'importe qui aujourd'hui qui voudrait faire du freelance à côté de son CDI ou même à 100%, ne Mm. pas négliger son temps perso. Parce qu'en fait, le temps perso où tu coupes complètement, c'est là où ça t'illumine tes idées. Moi, je suis partie une semaine à New York, là, dernièrement. Honnêtement, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses que j'aurais pas réalisé si j'étais encore la tête dedans et si j'avais ramené mon ordi, mon truc avec moi. Première fois que je pars quelque part sans mon ordinateur, vraiment, j'ai pris le risque, mais honnêtement, ça m'a fait du bien parce que ça m'a vraiment permis de prendre du recul. Et spoiler alerte, le monde n'a pas arrêté de tourner, tout s'est très bien passé parce que j'ai Ouais, fait en sorte
que tout se passe bien avant mon départ. Vraiment, j'ai fait en sorte que tout soit OK côté client. Après, je reste joignable évidemment sur mon téléphone s'il y a une urgence. Les clients en plus savent quoi faire quand il y a une urgence et que je suis pas dispo. Ce qu'il y a de bien, c'est que je processe mes trucs et je leur dis OK, si jamais il y a vraiment une urgence que je suis pas là, bah il y a juste à faire ça et je reviens au bout de 5 jours. Enfin, ça va pas du tout poser problème. Mais voilà, en tout cas vraiment les 3 conseils que je donnerais, c'est ça, c'est avoir quand même une vision de ce que tu veux, savoir s'écouter, écouter son corps aussi quand tu es fatigué ou autre pour savoir ralentir le rythme et pas foncer tête baissée, quitte à devenir malade, quoi. Et troisième, ne pas négliger son temps perso. C'est clair. Merci pour la messe. Franchement, exceptionnel ce que tu viens de dire. Je valide tout à 100%. Et j'ai rien à rajouter tellement c'était complet, tellement c'était pur. Franchement. Et voilà, franchement. Mais tu vois, quand tu t'as dit tout à l'heure, le fait de ne rien faire. Tu sais, par exemple, enfin récemment, ça faisait plus de 1 an, je crois, que j'avais plus regardé de films. Tu sais, j'ai vu Nouvelle École, et un peu Voilà. comme tout le monde, tu vois, et je me suis dit, oula, ça fait du bien de consommer, tu sais, de consommer Internet, ce que les gens ont produit, tu sais, prendre Mais je, plaisir. mais je le conseille, hein, ça. Tu sais que Ouais, vraiment pour terminer sur ce sujet-là, moi j'ai vécu la même chose que toi il y a 2 ans en arrière, où même le week-end j'étais focus travail, j'ai arrêté je te très jure. vite ça. Où le week-end je Hmm. coupais, genre j'éteignais mon ordi et puis bah, je faisais des activités qui me faisaient plaisir. Alors maintenant je suis passée à la semaine de 4 jours, donc j'ai 3 jours par semaine où je fais ce que je veux et encore j'ai encore du mal aujourd'hui, hein. Des fois je suis Hmm. quand même en train d'ouvrir mon ordi et tout, mais je devrais pas, mais je le fais de moins en moins. Mais vraiment 3 jours où je fais rien, genre si je veux partir en week-end ou peu importe, enfin bref, faire autre chose que travailler, Hmm. bah, je le fais parce qu'on en a vraiment besoin. En fait, le corps humain, il n'est pas construit pour faire que bosser. On est C'est aussi clair, là pour bah, faire des choses qui nous plaisent. Enfin, puis la vie, elle est courte, quoi. Donc c'est la vie, elle clair. n'est pas faite que pour bosser, même si oui, c'est important, je dis pas. Mais quand même, quoi. Faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Surtout qu'en plus, on bosse quand même aussi pour se faire plaisir, quoi. C'est ça, c'est le but au final. Donc, Mm. ça sert à rien de coffrer de l'argent dans ton PEA ou dans ton compte épargne Bah, si t'en si profites pas, c'est ça sert si à t'en rien. profites pas. C'est clair. Donc, non, 100%. Je suis d'accord avec ça. Ok, trop bien. Est-ce que tu as un mot de la fin à rajouter avec tout ça? Est-ce qu'il y a un endroit aussi où on peut te suivre sur les réseaux? Alors oui, moi je suis sur Instagram, Lucien Bilong, sur YouTube, Lucien Bilong, sur LinkedIn, Lucien Bilong, et sur Facebook, Lucien Bilong. Bon, vous pouvez me suivre là-bas. Donc voilà. Trop bien. Et pour toi, c'est pareil du coup. Ouais, sur LinkedIn, Roxane Fayol et sur Instagram, Roxane Fayol Coach. Vous pouvez me trouver assez facilement. Je suis active sur les deux plateformes. Et maintenant sur YouTube. Et maintenant sur YouTube aussi. Voilà. Top. Trop bien. Bah, en tout cas, on vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Évidemment, si vous avez d'autres questions ou autres sur le freelancing ou même sur ce qu'on fait, etc., n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux respectifs. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode de podcast.